C'est l'heure des informations. Bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition sortie pédagogique pour les élèves du Prytanée militaire de Guinée à la plage Camaïenne. C'est dans le cadre du renforcement du capital humain, une sortie enrichissante pour les 132 élèves des 3 promotions. Vulgarisation du cadre général des investissements, la rencontre mobile des cadres des départements sectoriels pour améliorer leurs connaissances sur la gestion et mise en œuvre des projets et programmes, une initiative du ministère de l'économie à travers la Direction générale des investissements. Assistance aux seuls rescapés de l'incendie de Taouya survenu le 9 mai dernier, faisant un triste bilan de 6 morts. Le seul rescapé vient d'être évacué au Maroc pour recevoir des soins appropriés. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par la lecture d'un arrêté lu sur ce plateau par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara. Suivez. Merci. Arrêté A 2025, numéro 500, MMG SGG, portant mise en zone de réserve stratégique des concessions minières, des permis d'exploitation industrielle, des permis d'exploitation semi-industrielle et des permis de recherche. Le ministre des Mines et de la Géologie, vu la charte de la transition, vu la loi L 2011-06 CNT du 9 septembre 2011 portant code minier de la République de Guinée, tel que modifié par la loi L 2013-053 CNT du 8 avril 2013 portant modification de certaines dispositions du code minier. Vu le décret D 2014-012 PRG SGG du 17 janvier 2014 portant gestion des autorisations et titres miniers. Vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2022-068 PRG CNRD SGG du 28 janvier 2022 portant attribution, organisation du ministère des Mines et de la Géologie. Vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un Premier ministre, chef de gouvernement. Vu le décret D 2024-051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2024-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Arrête. Article 1er. En application des dispositions des articles 2 des décrets D 2025-065 PRG CNRD SGG du 9 mai 2025, D 2025-066 PRG CNRD SGG du 9 mai 2025, D 2025-067 PRG CNRD SGG du 14 mai 2025 portant retrait des concessions minières, des permis d'exploitation industrielle et des permis d'exploitation semi-industrielle, de bauxite, de fer, d'or,
de diamants et de graphite concernés sont mis en zone de réserve stratégique, conformément aux dispositions de l'article 5 du Code minier. Article 2. Les permis de recherche de bauxite, de fer, d'or, de diamants, de métaux de base, de diamants et pierres gemmes, de sable noir et de manganèse retirés suivant l'arrêté A 2025-480 MMG SGG du 16 mai 2025 sont également mis en zone de réserve stratégique conformément à l'article 5 du Code minier. Article 3. Le Centre de promotion et de développement minier, la Direction nationale des mines, la Direction nationale de la géologie, les inspecteurs régionaux et directeurs préfectoraux des mines et géologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. Article 4. Le présent arrêté, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, le 19 mai 2025, signé le ministre Bounasila. Vous venez de suivre l'arrêté lu par le général Amara Kamara. Dans l'actualité encore, une sortie pédagogique enrichissante effectuée par les élèves du Prytanée militaire de Guinée, accompagnés par leurs encadrants, les 132 élèves issus des promotions de 7e, 8e et 9e année, dont 48 jeunes filles, ont eu l'occasion samedi 17 mai 2025 de découvrir, d'apprendre et de se confronter à eux-mêmes et à leurs camarades. Reportage Oumar Bari. Cadre du programme hautement stratégique Simandou 2040, dans son volet Simandou Academy, les élèves du Prytanée militaire de Guinée, accompagnés par leurs encadrants, ont pris part le samedi 17 mai 2025 à une sortie pédagogique enrichissante à Kamaïn Plage, une infrastructure branding Guinée. Cette journée mêlant activités pédagogiques, sportives et ludiques visait à offrir aux jeunes élèves une parenthèse de détente tout en consolidant leur formation intellectuelle, physique et morale. Les 132 élèves issus des promotions de 7e, 8e et 9e année, dont 48 jeunes filles, ont eu l'occasion de découvrir, d'apprendre et de se confronter à eux-mêmes et à leurs camarades dans un esprit de cohésion et de discipline. La journée a débuté par une vidéoprojection illustrant les grandes lignes du programme Simandou 2040 avant l'intervention remarquée de M. Diba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou. Dans un message pédagogique et mobilisateur, il a mis en lumière les retombées attendues du projet Simandou pour le pays, notamment à travers le renforcement du capital humain. Nous voulons profiter aussi de cette occasion afin de vous permettre de comprendre c'est quoi le projet Simandou et c'est quoi le programme Simandou. Le projet Simandou, il est simple. C'est un projet à 4 éléments. Donc, il y a les mines qui sont d'une part à Bela et de l'autre part à Kerouani. Bela, c'est Rio Tinto et son partenaire Chanelco. Et Kerouani, c'est Bao et son partenaire Winning. Ensuite, le deuxième élément du projet Simandou, c'est les rails. Les rails qui sont multi-utilisateurs, multi-usagers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces rails transporteront des minerais, mais ils transporteront un jour des passagers et des marchandises. Le troisième élément du projet Simandou, c'est les ports qui sont à Mourbaya. Là aussi, ces ports sont multi-utilisateurs et multi-usagers. Ces ports-là seront utilisés pour transporter du minerai, des passagers et des marchandises, puisque nous avons un port commercial à Mourbaya. Et le dernier élément, c'est l'acierie qui est prévue pour la transformation locale du minerai sur place en République de Guinée, afin d'accroître la chaîne de valeur. Je tiens à nouveau vraiment à remercier le commandement militaire, le chef d'état-major, le ministre de la Défense, tous ceux qui nous ont permis de faciliter cette organisation
C'est l'occasion pour nous vraiment de remercier l'équipe du Prytanée militaire et vous exprimer tout notre soutien, le soutien du chef de l'État à travers la mise en œuvre de sa vision de promotion de l'excellence, les écoles d'excellence. Je vais juste rappeler que, à la prise de responsabilité du CNRD le 5 septembre, le montagne des Simandou existait, le WCS existait, Retourné Simfer existait. L'État également existait, mais l'État n'était pas parti d'accord au projet. C'est grâce à la vision, à la détermination du chef de l'État qui a dit, bon, il faut que nous mettions tous ces partenaires ensemble. Et l'État aussi. C'est le projet qui participera globalement à la décarbonisation du monde. Ça veut dire aussi, puisqu'il est le plus grand projet, que ça va faire beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Qu'est-ce que nous devons faire de l'argent là pour que tous les fils du pays puissent en bénéficier? C'est dans cette réflexion que le chef de l'État a eu une vision pour le développement de notre pays pour les 15 prochaines années. C'est ce que nous appelons programme Simandou. Comment faire en sorte que les retombées du projet soient le catalyseur du développement de notre pays pour les 15 prochaines années. La partie mise en œuvre est la partie la plus difficile. Cette mise en œuvre, elle a commencé. Elle va se poursuivre avec beaucoup de Guinéens, y compris vous, parce que vous êtes aussi une composante essentielle de la vie de notre pays. Vous êtes aussi à une partie essentielle de ce programme, dans sa partie Simandou Academy. Sur l'axe social, la prise en charge médicale aujourd'hui est sur toute l'étendue du territoire à hauteur de 80%. C'est une innovation. Les pensions civiles, aujourd'hui, ça a été augmenté. Aujourd'hui, les retraités n'ont plus à envier les fonctionnaires qui sont en train de travailler. Avant, on payait les pensions chaque 3 mois. Aujourd'hui, c'est chaque mois. Au cours d'une série d'interventions, des ministres membres du comité stratégique, les élèves du Prytanée militaire ont pu découvrir les enjeux macroéconomiques, sociaux et éducatifs liés au projet Simandou. Le volet Simandou Academy, dont le Prytanée militaire de Guinée est l'une des principales illustrations, a occupé une place centrale dans les échanges. Parlant du projet Simandou, c'est une montagne de 110 km entre Bela et Kirwani. Chacune des mines va produire 60 millions de tonnes par an de minerai de fer. Pour la première phase, pour faire 120 millions de tonnes. Et la seconde phase, 160 millions de tonnes. La mise en production du Simandou fait passer la Guinée comme 3e producteur mondial de minerai de fer derrière l'Australie et le Brésil. On devient un acteur clé de l'économie mondiale, mais également du transport maritime mondial, parce qu'il y aura près de 2000 capsizes, des navires de 200 000 tonnes qui vont emprunter les routes maritimes de notre pays. On sera le seul pays de l'Afrique qui va bénéficier de ça en termes de chaîne logistique. C'est un moment d'histoire que moi j'appellerais, c'est la renaissance de notre pays qui a stagné pendant longtemps, qui était connu comme un scandale géologique, mais plutôt c'est un scandale de la pauvreté. C'est ce paradigme que le président est en train de changer depuis 2021. Pour faire une différence entre le programme et le projet, on sait déjà que le programme Simandou, l'un de ses catalyseurs, c'est le projet Simandou. Il faut seulement comprendre que ce programme, c'est une vision, un programme qui est bâti sur les 5 piliers, de plus d'une centaine de projets, plus d'une quarantaine de réformes. On se bagarre autour de 4 milliards de dollars. C'est ça le budget de la Guinée, 4 milliards de dollars. Donc notre ambition, c'est de faire plus. Le projet Simandou va venir d'un seul coup, quand il sera à son pic, 2 milliards. Ce qui fait que nous basculons de 4 milliards à 6 milliards. Et un autre impact, c'est le corridor. Et ça va booster le PIB et par conséquent les recettes fiscales. Et pour moi, c'est l'apport concret et immédiat et le plus important du projet Simandou. Ceci nous amène à tout faire pour faire de la Guinée une destination de choix pour les investissements. Et donc, un des éléments importants pour faire de la Guinée une destination, c'est le capital humain. La rigueur de gestion imprimée par le général Mamadi nous met dans une discipline et qui nous permettra de connaître les acquis de ce programme Simandou
2040 et dans la perspective d'une économie totalement diversifiée. La construction de cet édifice britannique fait partie de ce qu'on appelle des dépenses d'investissement. Et ces dépenses d'investissement sont programmées par M. le Président dans le budget de la Guinée. Ce n'est pas une aide internationale qui nous a permis. Ça veut dire que la discipline budgétaire nous permet de faire face à l'ensemble de nos dépenses d'investissement, de faire face à l'ensemble des constructions des routes, nous aide également à construire les pistes rurales pour lesquelles nous avions des besoins précis. Vous, les élèves du Britannique, vous êtes la première mise en œuvre de ce volet du programme Simandou 2040, donc Simandou Academy. Qu'est-ce que c'est Simandou Academy? D'abord, c'est la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de transformer le capital humain de la Guinée pour le développement économique de notre pays. Le président de la République a souhaité qu'une partie des revenus de ce méga-projet Simandou soit allouée au secteur de l'éducation. Donc concrètement, il y a 20% issus de l'exploitation des infrastructures, donc le chemin de fer, le port, qui va être utilisé pour financer les bourses pour les meilleurs élèves en Guinée dans les 33 préfectures du pays, à l'étranger. Et dans ces 30%, il y a 20% qui sont alloués aux jeunes filles. C'est très important. Le président de la République a cette vision d'inclusivité et de durabilité de notre pays. Également, il faut le noter, 5% des revenus de l'exploitation de la mine de Simandou vont être alloués au système éducatif en Guinée. Lorsqu'on parle du secteur éducatif, on parle aussi de l'enseignement technique. Et l'enseignement technique parle avant tout des métiers. Nous avons mis en place aujourd'hui un système pour la réalisation de ces gens-là. C'est-à-dire ceux qui sont au niveau des BTP, au niveau des rails, enfin tout ce qui est construction du chemin de fer, tout ce qui est service. Comment est-ce que nous pouvons nous rassurer que les employés démobilisés après le projet de Simandou peuvent être tout de suite reformés et requalifiés vers d'autres types de métiers afin que leur insertion puisse se faire, la transition puisse se faire de façon assez stratégique. Une séance interactive de questions-réponses entre les élèves et les membres du comité stratégique de Simandou a permis un dialogue franc et enrichissant. Les élèves ont exprimé leurs préoccupations, posé des questions pertinentes, témoignant de leur maturité et de leur engagement citoyen. Cette activité ne relève pas d'un simple moment de divertissement. Elle s'inscrit pleinement dans la dynamique du deuxième pilier du programme Simandou 2040, à savoir éducation et culture, qui place la jeunesse au cœur du développement national. Notre rôle au sein du comité stratégique, c'est d'assurer le suivi et la réalisation des travaux. Donc ça a été une exigence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour s'assurer que ces infrastructures puissent être des infrastructures générationnelles. Donc nous, à la CGP, nous assurons que les jalons qui ont été définis pour le projet soient atteints. La Guinée va surprendre pas seulement l'Afrique, mais le monde entier. Parce qu'on a tout ce qu'on a besoin pour le faire. Beaucoup de pays, beaucoup de dirigeants ont eu des visions. Les PowerPoint, on en a assez. De partout dans le monde, j'ai vu des PowerPoint. Vous êtes le rêve de nos parents et vous devez réaliser le rêve du président Mamadi Doumbouya et tout ce qu'il est en train de faire pour ce pays. Tout ce que j'ai vu ici, c'est fait dans 2 ans. Ce que j'ai vu à Simandou, jamais de la vie dans aucun pays au monde entier. Le projet Simandou, dont le nom est tiré d'une montagne, d'ailleurs bordée de minéraux d'une qualité très remarquable, est un projet qui vise à l'exploiter. Moi, je pense que, tenant du concept projet, c'est ce qu'on voudrait faire, plutôt le rêve ou l'espoir qu'on voudrait tirer de quelque chose. Mais parlant de programme, c'est en effet quand le projet Simandou sera déjà réalisé, ce qu'on va entreprendre de faire, puisqu'il se peut que d'autres initiatives nous viennent en tête. Peut-être qu'on va développer plus de choses que dans le projet. C'est un immense honneur pour nous de vous faire part de nos remerciements les plus inexorables pour cette humble journée à la plage et la création de cette école d'élite.
Une école qui ne fera que contribuer au développement de notre chère patrie, en lui fournissant des cadres ayant acquis une mentalité patriotique, qualité indispensable pour un dirigeant. Nous sommes profondément touchés et très émus de l'attention explicite que vous nous avez exprimée. En effet, cette attention est le suivi que vous, rêveurs d'une Guinée prospère, que vous nous avez témoigné, nous prouve votre attachement et cette invitation le démontre ouvertement. Je vous rassure que nous avons aussi compris le projet Simandou, que déjà nous-mêmes la construction de l'école le démontre. Et c'est avec la ferme conviction que nous vous rassurons de mieux faire, de continuer à travailler toujours, pour en effet ne pas vous décevoir, prendre la relève et faire partie des cadres qui relèveront ce pays. Cette sortie pédagogique reflète parfaitement l'ambition portée par Simandou 2040 à travers Simandou Academy, former une élite guinéenne patriote, disciplinée et intellectuellement préparée à relever les défis du futur. Une jeunesse prête à faire rayonner la Guinée sur tous les plans. Le Prytanée militaire de Guinée, dans cette dynamique, s'affirme comme un creuset d'excellence et de citoyenneté active. Dans le cadre du projet de Simandou, nous avons besoin de dizaines de milliers d'emplois. Et ces emplois-là, la vision du chef de l'État est de nous assurer qu'ils sont occupés par des Guinéens. Donc la CTG particulièrement, qui va exploiter les infrastructures, les chemins de fer, les ports du Simandou, doit s'assurer que des emplois sont occupés par les Guinéens. Donc Simandou Academy, c'est avant tout le moyen qu'on veut utiliser pour former les Guinéens pour qu'ils puissent occuper les milliers d'emplois qui seront créés par la CTG. Simandou Academy, c'est aussi la formation des Guinéens d'élite qui vont non seulement permettre de satisfaire les besoins en compétences pointues pour la Guinée, mais qui peuvent aussi nous permettre de nous positionner sur l'échiquier régional, voire international, en termes de pays qui fournissent des main-d'œuvre de qualité. C'est une journée de satisfaction, une journée qui a été une journée vraiment importante pour nous. Et pour cela, nous remercions l'autorité, à savoir le président de la République, le chef d'état-major et toute la hiérarchie militaire, y compris les membres stratégiques du projet Simandou, qui nous ont pris en priorité par rapport à ce projet Simandou Academy. La cérémonie a également été marquée par la remise symbolique de cadeaux aux élèves. Notamment des livres, des ordinateurs portables, ainsi que par la remise de tableaux d'honneur au ministre Djiba Diakité et général Amara Kamara. Dans une ambiance détendue mais rigoureuse, fidèle aux valeurs du Prytanée militaire, les élèves ont ensuite participé à diverses activités sportives, football, basketball et handball, ainsi que des jeux de société. Ces compétitions ont permis de renforcer la cohésion entre les élèves tout en cultivant l'esprit de dépassement de soi. Cette journée s'est clôturée par une visite guidée de Kamaïn Plage. Un buffet convivial a permis de rassembler tous les participants autour d'un moment chaleureux dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Pèlerinage au lieu saint de l'islam, le Premier ministre Amadou Riba s'est rendu ce matin au centre islamique de Donka pour transmettre le message de soutien et d'encouragement du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, aux pèlerins du 23e convoi en partance pour les lieux saints de l'islam. Au total, 342 fidèles, dont 59 issus de la Ligue islamique, s'apprêtent à accomplir le 5e pilier de l'islam. Le compte-rendu est signé Ousmane Bangoura. Au centre islamique de Donka, les pèlerins du 23e convoi se préparent à vivre un moment unique de leur vie spirituelle.
342 fidèles, dont 59 encadrés par la Ligue islamique, embarquent ce soir à destination de la Terre Sainte. N'oubliez pas de prier pour le gouvernement, pour la paix et pour le développement de notre cher pays. Nous tenons à remercier le Premier ministre pour sa présence, que Dieu l'accompagne, que Dieu accompagne son gouvernement, que Dieu accompagne M. le Président et que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes, que Dieu bénisse tous les pèlerins du monde. Pour les accompagner et leur transmettre les bénédictions et prières du chef de l'État, le Premier ministre Amadou Ouriba est venu en personne leur adresser un message de paix et d'unité nationale. Donc c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous transmettre les salutations du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il vous souhaite de passer un heureux pèlerinage. Donc, on vous souhaite bonne chance. Partez en paix et revenez en paix. Et que Dieu vous protège et vous assiste. Le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour faciliter le bon déroulement du pèlerinage. De la logistique à l'encadrement religieux, tout est mis en œuvre pour garantir un voyage spirituel serein. Toujours dans l'agenda du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba a reçu en audience ce mardi une délégation de la Cour pénale internationale conduite par le procureur général, M. Mamman-Ndiaye. Cette mission est venue saluer la volonté sans équivoque des autorités guinéennes dans la conduite du processus lié aux événements du 28 septembre et réaffirmer l'engagement de la CPI à œuvrer au renforcement des liens de coopération avec la République de Guinée. Au sortir de l'audience, l'émissaire de la CPI s'est prêté aux questions de la presse. Il est au micro de Ousmane Bangoura. Suivez. Nous vous présentons nos excuses suite à ce problème technique. Le Premier ministre a reçu le Premier ministre a reçu le représentant de la CPI. Il est au micro de Ousmane Bangoura. Suivez. C'est dans le village de Kalako, situé dans la commune rurale de Kalia, préfecture de Fourikaria, qui vivait autrefois cette paisible population. Ces deux localités ont été relocalisées à cause de leur proximité des espaces d'entraînement et d'exercice militaire du camp de Kalako. Le président de la République a décidé de relocaliser cette population. C'est ainsi que le bataillon du génie militaire a procédé à la construction de nouveaux bâtiments flambant neufs. Ce mardi 20 mai 2025, une importante délégation militaire conduite par le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale procède à l'inauguration et à la remise officielle des clés aux bénéficiaires. À partir de cet instant, vous deviendrez officiellement propriétaire de la cité. Il vous revient désormais d'en prendre soin. Cette cité est d'une manière collective la vôtre. À vous de préserver votre cadre de vie. Cette initiative de haute portée sociale témoigne de la vision du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, de doter cette population d'un cadre de vie idéal et de garantir leur bien-être. L'événement qui nous rassemble cette matinée traduit la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, de garantir le bien-être de la population. C'est sous son initiative que le projet de relocalisation des deux agglomérations a vu le jour.
avec pour objectif principal d'offrir les mêmes chances d'épanouissement aux habitants des villages concernés par la création des infrastructures d'utilité publique. Il convient de lui rendre un vibrant hommage pour toutes ces réalisations à travers le pays qui favorisent progressivement l'émergence socio-économique de la Guinée. Implantés sur une superficie de 30 hectares, ces bâtiments comprennent 46 foyers, une école primaire avec sa direction, une mosquée, une morgue, ainsi que des cuisines et des latrines. Une réalisation qui suscite une réelle satisfaction au sein des populations riveraines. Votre présence parmi nous ce jour historique s'inscrit en droite ligne avec le programme de refondation de l'État que son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République, a prôné en faveur du développement des communautés à la base. Une enveloppe symbolique a été remise à la notabilité, suivie du début, c'est par une visite guidée de la mosquée, de la nouvelle école primaire, des bâtiments ainsi que de la piste d'atterrissage encore en chantier, que la cérémonie a pris fin ici à Kalako, dans la commune rurale de Kalia. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Vous venez de suivre la remise de la cité réalisée par le groupement des forces spéciales à Kalako. C'est parti pour la session de vulgarisation du cadre général des investissements publics. Des cadres venus des départements sectoriels vont durant 4 jours se familiariser du contenu du document qui intègre désormais la gestion et la mise en œuvre des projets et programmes d'investissement public en Guinée, une initiative du ministère de l'économie à travers la Direction générale des investissements. Compte rendu, Mamadi Gassama. Après sa promulgation le 13 octobre dernier, à travers un décret du président de la République, l'heure est à la vulgarisation du cadre général des investissements. Plus de 354 sont appelés à se familiariser au contenu de ce document qui intègre désormais la gestion et la mise en œuvre des projets et programmes d'investissement en Guinée. Le pays se prépare à accueillir son programme de développement Simbano 2040 avec un ambitieux programme dans lequel des projections en termes de projets sont extrêmement importantes et ce qui va transformer de façon durable notre économie et notre pays. Donc il est important que ce document qui vient à point nommé, à l'aune de ce document qui pointe à l'horizon, et que la Guinée soit dotée d'un cadre légal et réglementaire de la gestion des investissements publics, ce qui va faciliter la mise en œuvre des projets et programmes d'investissement. 4 modules focalisent les débats. Il s'agit entre autres de la conception des projets et programmes d'investissement public, la programmation, budgétisation des dépenses, suivi et évaluation des projets et programmes d'investissement public. C'est sous le leadership du général, le président Mamadi Doumbouya, que nous avions pu signer cet important document qui, en tout cas, nous enlève dans une situation d'impasse ou de vide juridique. Parce que la vision du président, c'est justement cette gouvernance vertueuse, c'est cette gouvernance bâtie sur les normes et les standards internationaux. Et donc ce cas d'investissement est une illustration parfaite de la volonté politique de M. le Président, de la volonté politique de M. le Premier ministre. Ces sessions de formation seront également élargies aux structures déconcentrées. La mise en œuvre sera assurée par le cadre du ministère de l'économie et des finances. Recensement biométrique des populations, Kindia enregistre des avancées notables dues à la correction de certaines anomalies. Des engins roulants et d'autres matériels sont remis aux superviseurs en signe d'encouragement, ceci pour renforcer la sensibilisation des citoyens. Reportage Mohamed Seyarsouma. À en croire les données disponibles, Kindia fait des exploits dans le recensement biométrique. Pour maintenir le cap, les capacités opérationnelles sont renforcées. Des engins roulants, des kits d'enrôlement et des vivres sont remis à l'équipe du PN RAVEC.
C'est l'occasion pour nous de remercier le PNRAVEC, toute l'équipe de PNRAVEC, des affaires politiques, mais surtout l'implication des autorités de la place. Excellence, Monsieur le ministre du Budget, qui vient aujourd'hui nous honorer de sa présence en offrant ses engins pour la mobilité des superviseurs sur le terrain, afin que ces opérations de recensement puissent évoluer dans de meilleures conditions dans la dite région. C'est un appui logistique doublé de sensibilisation, ce qui a permis au ministre Fascinet de rencontrer à nouveau les autorités locales et la population. Les difficultés liées aux documents d'état civil sont en passe d'être résolues. Avec le PNRAVEC, avec le registre de l'état civil et de jugement supplétif que nous sommes en train de donner à la population et gratuitement, selon les instructions du général Mamadi Doumbouya, vraiment l'opération, vraiment, ça va très bien. Constat rassurant, témoigne l'émissaire du gouvernement. C'est le volontarisme. Tous m'ont dit que cet exercice, c'est un exercice pour eux, pour leur famille et pour leur population. Et que dans ce sens, ils le prennent comme tel. Cela dit que tout appui qui viendra sera le bienvenu. Et ils sont volontaires pour accompagner l'équipe de PNRAVEC. À travers ce geste, il est question de motiver les superviseurs de l'enrôlement biométrique. Objectif d'ici 31 mai, recenser massivement les populations dans la région de Kindia. Dans la préfecture de Kisidou, des bonnes initiatives allant dans le sens d'une mobilisation pour un recensement réussi se multiplient. Le mouvement Un pour tous, Tous pour un, a fait un don des tablettes à une brigade de recensement et de sensibilisation. Le mouvement met aussi à la disposition de la commune du matériel d'assainissement. Reportage Sekoussouma. À l'approche de la saison des pluies, le mouvement Un pour tous et Tous pour un apporte un appui concret à la commune urbaine de Kissidougou. Brouettes, pelles, gants, gilets, lampadaires et tablettes. Autant d'équipements remis aux femmes baleuses, au syndicat des transporteurs et à la brigade chargée du recensement. Objectif, contribuer à la propriété de la ville en éliminant les déchets qui jonchent les rues, tout en encourageant la population à se faire recenser. Je suis content de l'offre faite ici par le mouvement Un pour tous, Tous pour un, et nous sommes là pour eux aussi. Donc nous sommes très contents, nous sommes ravis et on va ici nous mettre à la tâche. Les kits qu'on a reçus, on va essayer de travailler, on va travailler ensemble avec eux et ici on va faire ce qu'on doit faire. Parce que les kits sont là pour nous, c'est pour le travail. De satisfaction, de joie aujourd'hui au niveau de la commune urbaine, au niveau de toute la population de Kissidougou, parce que encore une fois de plus, ça vient encore en appui à ce qui existe déjà pour voir comment il faut renforcer notre capacité de travail sur le terrain. Le mouvement s'inscrit depuis plusieurs mois dans une dynamique d'action citoyenne. La création d'une brigade de recensement, de sensibilisation témoigne de son engagement pour le progrès local. Mais le don le plus important dedans, c'est celui des tablettes par rapport aux brigades de recensement. Nous savons tous aujourd'hui que l'actualité dans notre pays, ça concerne le recensement général de la population à partir de 10 ans plus. C'est pour cela que nous avons tous jugé nécessaire en tant que citoyens de nous rapprocher de notre base, de nos différentes localités dans lesquelles nous sommes nés, afin de pouvoir apporter notre soutien. Dans cette même logique, les membres du mouvement ont entamé une tournée dans les différents points d'enrôlement de la commune, une manière de s'assurer du bon déroulement du processus qui suscite aujourd'hui un fort engouement au sein des habitants de la cité de Kissi-Kabaketa. Une autre opération citoyenne, cette fois-ci c'est dans la commune de Yimbaya. Le GPS Faites-vous recenser s'engage à passer dans tous les foyers de ce quartier pour passer le message sur les atouts du recensement. Des jeunes du quartier sont formés dans ce sens afin de vulgariser le contenu de cette action civique. Makeme Donzo. C'est un acte apolitique. Les jeunes du quartier Yimbaya au contact des familles pour leur expliquer l'intérêt qu'affiche le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. La stratégie adoptée est le porte-à-porte. Je ne savais pas que les enfants étaient concernés par ce recensement,
Mais il n'est pas tard. Dès demain, ceux qui ont 10 ans et plus seront enrôlés comme nous-mêmes. L'objectif des initiateurs est de sensibiliser et amener ces habitants de Yimbaya à se faire recenser afin qu'ils bénéficient d'autres atouts liés au PN RAVEC. C'est un appel patriotique. Nous avons constaté que la population guinéenne n'arrive pas à se recenser motivement. Nous nous sommes dit la meilleure façon de corriger ce tard-là, il fallait changer de stratégie. Et ce changement de stratégie, n'est pas aller sur le terrain de danse, mais on s'est dit que si on faisait le porte-à-porte, cela avait un résultat beaucoup plus impactant en touchant la population cible qu'à les organiser pour venir danser. Parce qu'aujourd'hui, il est temps que la Guinée aussi aille vers une modernisation du système administratif de recensement. Parce que tout le monde connaît le fichier qui joue le rôle central pour les élections. Ce fichier n'est pas un fichier électoral. On veut changer toutes les donnes. Cette transition veut aller vers une grande refondation de l'administration publique. Pour pérenniser cette sensibilisation sur le PN RAVEC, un nombre considérable de jeunes volontaires est associé à cette action civile dans les marchés, mais aussi auprès des adolescents qui ont 10 ans et plus. Au compte du recensement administratif à caractère d'état civil toujours, plus de répit pour l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Sur les sites miniers de Kouroussa et de Sigiri, une nouvelle campagne est lancée pour inciter la corporation à se faire recenser. Marwan Kamara, Diamo Kaba. Dans la savane guinéenne, les préfectures de Sigiri et Kouroussa, au cœur de l'engagement collectif pour la réussite des opérations d'enrôlement pour les élections libres et transparentes en Guinée. En première ligne de cette cause nationale, l'Union nationale des orpailleurs de Guinée pour encourager la mobilisation sociale à la base. Sur les sites d'exploitation, la participation massive des orpailleurs domine le contenu des messages pour le recensement administratif à vocation d'état civil. C'est de sensibiliser, de dire à la population orpaillage de se recenser à 100% pour soutenir le développement local de chaque district. Nous sillonnons tous les sites d'orpaillage de Sigiri sur instruction de notre président Ella Tidjane Koïta afin de sensibiliser les orpailleurs à participer activement au recensement. La nouvelle dynamique donne la parole aux citoyens pour se faire entendre. Partout, des engagements des citoyens sont rassurants pour jouer pleinement leur partition dans la réussite du processus. Chez moi, ici à Farakou, les gens viennent régulièrement se faire recenser. Mais grâce à cette campagne de sensibilisation, les orpailleurs seront encore plus encouragés à s'intéresser à l'opération. La campagne compte toucher tous les sites miniers du pays. Recensement des citoyens à Koya, le porte-à-porte, c'est l'option choisie par les cadres ressortissants pour inciter les citoyens des districts à se faire également recenser. Reportage Fodé Camara. Portés par une jeunesse dynamique, les ressortissants et résidents de la préfecture de Koya se mettent en première ligne pour accompagner le processus de recensement. À travers des messages de cohésion sociale, les citoyens sont informés sur les mécanismes d'obtention des documents. Première étape de cette campagne de sensibilisation, les districts de Kounsuta et Balamodia dans la commune rurale de Wonkifong. Une prise de contact qui s'est soldée par des résultats satisfaisants. L'objectif de cette tournée est de venir en appui aux CAR qui procèdent au recensement de la population pour pouvoir sensibiliser et mobiliser nos compatriotes de ces localités pour venir se faire recenser massivement. Tous les défauts de communication qui font que les gens ne viennent pas se faire recenser, on a profité de ce rassemblement pour lever ces obstacles-là et donner les éléments essentiels qui motivent le recensement de la population à vocation d'état civil. Dans les districts de Bangouya et Kolibara, en passant par Koba, dans la commune rurale de Kouria, cette initiative a permis de renforcer l'engagement citoyen derrière ce programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. On a mis tous les processus en place pour que ma population soit recensée.
tous les carles sont peuplés. Il faut que l'État nous aide à augmenter non seulement le jour qui était prévu dans un délai de 45 jours, c'est très petit pour nous parce que nous sommes en manque de la machine. Kouria compte 8 districts, mais nous on a reçu que les 5 machines. À tous les niveaux, cette vision est partagée par les habitants, notamment les jeunes, qui voient en cette initiative une opportunité pour favoriser un changement de comportement civique. L'effectif de la population est trop élevé et on n'a reçu qu'une seule machine. Et par rapport à ça, nous lançons un appel de multiplier le nombre de machines sur le terrain. La population elle-même a décrit les difficultés qu'elle rencontre sur le terrain. Ensemble, on a pu décrire certaines choses et à travers le PNRAVEC, les jours à venir, toutes ces choses-là seront corrigées. Cette mobilisation illustre l'engagement d'une jeunesse consciente de son rôle dans la construction de la nation. Le message est clair, le recensement est l'affaire de tous et chacun doit jouer sa partition. Toujours dans cette édition, les gestionnaires des ressources financières et matérielles des IRE, DPE et DCE sont réunis à Conakry pour un renforcement de capacité. Pendant 5 jours, ils se pencheront sur différentes thématiques en lien avec les procédures de gestion budgétaire. Reportage Diarra Diallo, Adama Elsa Traoré. Renforcer les compétences des cadres reste une priorité pour le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est dans cette dynamique qu'une formation est lancée à l'intention des responsables en charge des ressources financières et matérielles des structures déconcentrées du département. Cet atelier permet de leur fournir un outil nécessaire, une meilleure planification sur la gestion budgétaire. Pendant 5 jours, les participants vont se pencher sur plusieurs thématiques liées à la gestion budgétaire et administrative. Je tiens à rappeler qu'une meilleure gestion de notre système éducatif repose sur un personnel qualifié, engagé, patriote et compétent qui agit en tout temps et en toutes circonstances avec professionnalisme, aussi bien au niveau central que déconcentré. J'exhorte les participants que vous êtes à porter toute votre attention sur le déroulement des travaux de cette formation afin de tirer davantage profit pour une meilleure gestion des dépenses publiques. Fournir les outils nécessaires pour une meilleure maîtrise des finances publiques, qualifier davantage le personnel sur les pratiques de bonne gestion et promouvoir la culture de l'évaluation et la performance. Un rapport sur l'identification et l'écriture de bonnes pratiques et savoirs locaux respectueux des droits des femmes et des hommes en Guinée vient d'être présenté. L'étude menée a mis l'accent sur les voies et moyens pour la préservation et la gestion des conflits pour une réconciliation nationale. L'initiative est financée conjointement par le système des Nations Unies et le gouvernement. Reportage Mohamed Lamine Kamara. Depuis plusieurs mois, le gouvernement et le système des Nations Unies pour le développement PNUD sont dans une synergie d'action pour mettre en place des mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Pour réussir le pari, un projet de recherche a été mis en œuvre. L'étude menée sur le terrain s'est interrogée sur la manière dont les sociétés guinéennes intègrent les principes proches de ceux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment la situation des conflits. À Conakry, le rapport issu de cette recherche est présenté aux acteurs impliqués dans le processus. C'est un document qui a fait la cartographie des conflits de toutes les natures, avec toutes les composantes sociales de notre pays. Nous avons fouillé dans toutes les 4 régions pour trouver les bonnes pratiques qui ont permis de résoudre les conflits et de maintenir la quiétude et la paix durable dans notre société. Il faut aller dans une logique de renforcement de ce fonds et de sa pérennisation. Quand on sait l'impact sur nos populations, d'avoir par exemple des conseils communaux pour les femmes et les filles. Cette enquête réalisée à l'échelle nationale a également touché l'ensemble des facteurs de conflit, des stratégies de réconciliation, d'apaisement et de réparation. Cette étude sera la base sur laquelle nous allons échanger avec les coordinations régionales, les entités religieuses, pour parapher un protocole d'entente entre les communautés guinéennes, pour qu'en Guinée, on puisse avoir au-delà des protocoles traditionnels non écrits, un protocole formel
de cohésion sociale et de vivre ensemble. Ce rapport de recherche met aussi en lumière l'existence des pratiques locales qui pourraient renforcer la cohésion sociale et les droits humains. Ce projet réalisé avec des résultats probants devrait servir de moyen pour l'État guinéen d'affiner ses mesures pour une réconciliation nationale en Guinée. La Haute Autorité de la Communication HAC organise un forum d'envergure nationale sur l'avenir de la presse guinéenne. Cet événement majeur réunit à Conakry des figures emblématiques du journalisme en provenance du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Maroc, venus partager leur expérience et réflexions sur les défis et perspectives du métier de journaliste en Afrique. Reportage Maïmouna Beladialou. Parmi les grands thèmes abordés, l'autorégulation de la presse, un mécanisme essentiel pour garantir l'éthique et la responsabilité sans ingérence extérieure, et la convention collective des professionnels de la presse, un sujet central pour la sécurisation sociale et professionnelle des journalistes guinéens. Dans un contexte où le paysage médiatique guinéen fait face à de nombreux enjeux, cette rencontre se veut un espace d'échange constructif pour poser les bases d'une presse plus indépendante, responsable et durable. C'est-à-dire que la HACA du Maroc ne régule pas le pluralisme d'expression uniquement pendant les périodes électorales, mais tout au long de l'année. Et en dehors des périodes électorales, nous avons un système de suivi des temps de parole des différents courants d'opinion et de courants politiques. En ce qui concerne en tout cas le CNRA du Sénégal, il est chargé de faire appliquer la loi dans le secteur de l'audiovisuel. Malheureusement, aujourd'hui, on constate que l'essentiel de l'information aujourd'hui et des dérives subséquentes se fait au niveau de la presse numérique qui n'est pas encore régulée. Les interventions des délégations étrangères ont permis de comparer les modèles existants dans leurs pays respectifs, offrant ainsi à la Guinée des pistes concrètes pour renforcer sa gouvernance médiatique. D'abord, quand on regarde les thèmes au centre de discussion, portant sur la convention collective des médias, qui est un outil indispensable pour la résilience de la presse, l'éthique et la déontologie, qui sont des questions importantes. Donc tous ces thèmes augurent de grands espoirs que si ils sont discutés, débattus, et que des propositions concrètes ont été faites jeudi, on s'achemine vers une presse nouvelle. Ce forum marque une étape importante dans le processus de réforme du secteur des médias en Guinée. Les conclusions attendues pourraient bien tracer les lignes directrices d'une nouvelle ère pour la presse nationale. À Taouya, une semaine après l'incendie qui a fait 4 morts le 9 mai dernier, 2 autres blessés ont rendu l'âme, ce qui porte à 6 le nombre de personnes décédées. Le seul rescapé a été évacué hier au Maroc pour des soins. Reportage Mohamed De Camara. C'est le deuxième déplacement de la ministre de la Promotion féminine en compagnie de Madame la gouverneure de la ville de Conakry dans cette famille mortuaire à Taouya seulement en une semaine. On se souvient encore, le vendredi 9 mai dernier, un incendie s'est déclaré dans la famille Gabi. Le bilan était lourd, 4 personnes décédées et 3 autres jeunes âmes blessées grièvement. Parmi ces blessés, 2 n'ont pas pu survivre une semaine après le drame suite à leurs blessures, ce qui porte le bilan à 6 morts. Depuis que ça a commencé, vous avez vu, on n'est pas tranquille. On est derrière Madame la ministre de la part du gouvernement pour être aux côtés de la famille. Et aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement. Cela devait se faire depuis les premières heures, mais l'avis des médecins, il n'était pas possible la première semaine d'évacuer les enfants. Il fallait les stabiliser. Mais malheureusement, pendant cette attente, les autres ont rendu l'âme. Depuis le début, le gouvernement n'a ménagé aucun effort. Ils ont été à nos côtés depuis le début jusqu'à maintenant. Ils ont fait le nécessaire pour évacuer tous les enfants, mais malheureusement Dieu a décidé autrement. Le rescapé de cet incendie reste le moins âgé de la famille. Il a bénéficié d'une évacuation sanitaire sur le Maroc. Cette initiative, facilitée par le président de la République, est pilotée sur le terrain par la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. On aurait voulu
évacué les 2 enfants, Hawa et son petit frère hier, parce que la première avait rendu l'âme le matin, mais malheureusement on a perdu Hawa. Mais qu'à cela ne tienne, les dispositions sont prises pour l'évacuation du dernier, le survivant, Moussa, qui va être évacué vers le Maroc et il sera accompagné d'un médecin, de son papa et de sa grand-mère. Ce drame lié à l'incendie domestique relance le débat sur la récurrence de ce phénomène qui continue d'endeuiller des familles dans le Grand Conakry. Après les dégâts suite au passage de la tornade du 12 mai dernier à Fria, le ministère de l'administration du territoire à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires Anguche est sur le terrain pour un travail de recensement et d'évaluation des sinistres. 749 ménages, parmi lesquels 13 établissements scolaires et certains centres de santé sont les plus touchés face aux urgences liées à l'organisation des examens nationaux dans ces centres. Anguche veut aller vite et bien pour restaurer ces édifices publics. Reportage Amadou Touré. Après le passage du vent violent dans la commune urbaine de Fria le 12 mai dernier, plusieurs édifices publics ont été fortement affectés, parmi lesquels la section pédagogique de la direction préfectorale de l'éducation et surtout le collège José Bronze Tito, l'un des plus grands centres d'examen de la commune urbaine de Fria. Tito est retenu pour les 3 examens. Donc même les compositions dans quelques jours, on se demande comment nous allons les faire parce que les classes sont impactées. Et la direction, on n'a même pas où travailler. Donc c'est vraiment urgent. Face à ce cri de cœur, le gouvernement déploie les spécialistes en catastrophes humanitaires pour l'évaluation des faits et la planification de la réponse humanitaire. Nous sommes descendus aujourd'hui sur le terrain pour visiter ces infrastructures et nous sommes en période d'examen. Ici, les enfants ne peuvent pas étudier parce que tout simplement les salles ne peuvent pas les recevoir parce qu'endommagées. Et sur instruction donc de ma hiérarchie, de venir pour que les travaux de réhabilitation pour rendre les écoles, ces écoles impactées fréquentables pour que ces travaux puissent commencer dans les 72 heures. Au total, ce sont plus de 749 ménages qui sont recensés par les services de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires Anguche en rapport avec le comité de crise préfectorale mis en place le lendemain de la catastrophe. Comme l'analyse des données n'est pas finie, on ne peut pas ressortir ici le nombre de personnes affectées à Fria maintenant là, mais l'équipe d'Anguche est sur pied matin et soir pour ressortir toutes les statistiques nécessaires pour assister toutes les personnes affectées à Fria. Parmi les plus affectés figurent 13 concessions scolaires et des centres de santé. En plus de Fria, 6 autres préfectures du pays ont subi les conséquences d'un début de saison des pluies agitées. En Guinée. Dans la région forestière, deuxième journée des Olympiades de Guinée, une compétition qui réunit plusieurs acteurs en vue d'encourager la pratique des métiers. Reportage Moussa Komara, Djibril Kamara. C'est une journée placée sous le sceau du savoir, de la transmission et du retour aux sources. Tout d'abord, un panel riche en échanges axé sur la formation des formateurs de l'enseignement technique devant apprenants et responsables d'établissements. Les panélistes ont croisé leurs regards sur les méthodes pédagogiques adaptées aux réalités locales. J'ai eu beaucoup d'informations concernant la formation des formateurs. Donc ça va donner aussi de l'engouement aux étudiants, aux lycéens qui étaient là, à pouvoir migrer vers l'enseignement technique. Moi, je suis vraiment intéressée. À la fin de mes études, je préfère faire aussi une école professionnelle parce que le projet de Simandouk va concerner les ouvriers qui ont fait les écoles professionnelles. Donc j'encourage vraiment mes amis à faire l'école professionnelle. L'événement a pris une tournure sensorielle avec un masterclass sur les bienfaits de certaines feuilles et fruits traditionnels. Entre les mains de l'expert, les plantes locales ont relevé leurs secrets. Il y en a qui rentrent non seulement dans l'alimentation, mais d'autres sont des plantes médicinales. Alors c'est méconnu du monde. Donc il faut qu'on prenne soin, surtout les vulgariser, les tenir bien, les produire beaucoup et les transformer bien
pour que ça nous aide sur le problème alimentaire et surtout médicinal. Entre savoir académique et valorisation du patrimoine naturel, cette deuxième journée des Olympiades continue d'illustrer l'esprit de l'événement, inspirer, instruire et innover au service du développement local. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.